Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Mains dans la Terre. Je m'appelle Sarah et pendant 6 mois, je pars mettre les mains dans la terre aux côtés de paysans et de paysannes des fermes de France pour leur poser la question suivante. Comment revient-on à une agriculture nourricière ? À une agriculture qui nourrit son territoire au lieu d'être exportée ailleurs. Je pars donc à côté de chez nous, à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour mettent les mains dans la terre. Au poirier première. Pour ce premier épisode, je vous emmène à la ferme du Poirier chez Pierre et Véronique, où j'ai passé la première semaine de mon aventure. Aujourd'hui, ils sont éleveurs de vaches allaitantes, c'est-à-dire qu'ils les élèvent pour la viande. Mais ils n'ont pas toujours élevé des vaches. Dans ce premier épisode, ils nous livrent avec sagesse les enseignements que leur ont apportés leurs 35 ans d'expérience d'agriculteurs, de vie paysanne et de militantisme agricole. Qu'est-ce que la biodynamie ? Quel est le rapport entre élevage et écologie ? Pourquoi est-il important de développer des filières dites du milieu et de réouvrir des abattoirs de proximité ? Découvrez toutes ces réponses et bien plus encore dans le premier épisode des Mains dans la Terre. Alors aujourd'hui, tu es à la ferme du Poirier, en Bourgogne du Sud, donc tout proche de Cluny, dans une petite région vallonnée de bocage, très jolie. À la ferme du Poirier, nous élevons actuellement depuis quelques années des vaches aubrac pour la viande. Nous avons aussi encore quelques vaches tarines, qui étaient des vaches laitières, mais qui sont aussi élevées pour la viande. On a auparavant élevé des chèvres, donc on s'est installé comme éleveur de chèvres et peu à peu, on a transformé l'exploitation. Parce que, y a combien de temps que vous vous êtes installé du coup ici à la ferme du Poirier ? Eh bien, ça date de 1900, donc le siècle précédent, 1986. Et en fait, Véronique a parlé d'une exploitation qui s'est transformée. Nous, on n'aime pas trop quand même le terme exploitation, ça a dû lui échapper. On préfère dire une ferme. Une ferme. Alors pourquoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence que vous faites entre une ferme et une exploitation ? Une exploitation, c'est une attitude, en fait, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut prendre sans forcément restituer une fertilité qu'il a empruntée à la terre. Une ferme, c'est plus l'idée d'un organisme agricole, on pourrait dire. On dit ça en biodynamie, un organisme agricole où on travaille à la complémentarité, à la symbiose des terres, des plantes qui poussent sur ces terres, des animaux qui mangent ces plantes qui poussent sur ces terres, des humains qui travaillent dessus. Et c'est toutes ces complémentarités qui font que les éléments se répondent les uns les autres et s'élèvent les uns les autres pour que la fertilité finalement soit perpétuée sur ces lieux pour l'alimentation humaine. Donc c'est comme ça que vous êtes devenu éleveur. Je sais que c'est un mot que tu aimes beaucoup employer, Pierre, pour élever les choses justement. D'où vous est venue cette idée ou cette envie au début de devenir agriculteur ? C'était quoi votre envie avant de vous lancer ? Ça remonte à un certain temps et l'envie, elle a toujours été là, en tout cas d'avoir un métier en rapport avec la nature. C'était quelque chose d'essentiel pour moi en tout cas et peu à peu, on a fait des études agricoles, donc l'intérêt était là pour la vie de la terre, la nature. C'est quoi les études que vous avez faites justement ? Alors on a fait une école d'ingénieur agricole à Lille. Et c'est là qu'on s'est trouvés tous les deux, voilà. Et toi, Pierre, d'où t'es venue cette envie au début de devenir agriculteur ? Alors moi, c'était plus une réflexion sociétale, en fait. En me disant que, la société, enfin c'était il y a quand même 40 ans, la société en étant là, on pouvait tout reprendre à zéro et s'installer dans des lieux agricoles avec plein de familles pour redécouvrir une autre façon de vivre et une autre économie. Donc c'était une démarche assez intellectuelle, pour moi, je parle pour moi, à l'origine. Et les faits, devant la réalité, de fil en aiguille, comme Véronique l'a dit, on s'est installé. On s'est retrouvé
seul, entre guillemets, sur notre ferme. Et c'est devant la tâche que moi j'ai découvert qu'est-ce que ça voulait dire d'être éleveur. C'est-à-dire que c'est pas juste c'est pas juste une fonction, c'est pas juste un travail, c'est une relation qu'on établit au fur et à mesure et qu'on découvre avec des animaux dont on se rend responsable et qui nous rendent service, et qui sont là complètement en don d'eux-mêmes. Et nous, en échange, on doit les élever, c'est-à-dire qu'on on on les nourrit, on, les, on s'occupe de leur pérennité, même si on vend des bêtes, y compris pour les manger d'ailleurs. Ça fait partie un peu comme d'un contrat qu'on a avec notre troupeau. Et à son contact, en fait, nous aussi, on est élevés. Est-ce que quand vous avez fait vos études, vous aviez envie de devenir éleveur? Alors, par exemple, moi, à l'école, il y avait des options. Il y avait l'option élevage, l'option végétale, l'option économie, l'option agroalimentaire. Moi, j'avais choisi l'option végétale parce que j'avais calculé que à- aux plusieurs milliards d'habitants qu'on était déjà sur Terre en 80, 70-80, il fallait ménager les calories, ménager l'énergie et qu'il était plus intéressant de préparer une nourriture à base de végétal qu'à base de viande. Et en fait, c'était un calcul très intellectuel. Et j'ai découvert après que finalement, l'animal, il est aussi là pour le végétal et le végétal pour l'animal. L'animal, il participe de la fertilité de la terre pour le végétal. Et puis que de toute façon, il y a des endroits sur Terre où il n'y a que de l'herbe, grosso modo, qui peut pousser. Donc il n'y a que l'animal qui peut le valoriser, quoi. Voilà, donc j'ai mis de l'eau dans mon vin, puis j'ai surtout découvert que l'écologie pratique autour de l'agriculture, elle était beaucoup plus complexe que l'idée que quand je m'en faisais au départ. Quand vous vous êtes lancé au début, est-ce que vous avez toujours été en bio ou c'est quelque chose que vous avez découvert après? Quand on a commencé, on n'était pas en bio, on élevait des chèvres et dans les prairies par exemple, bon, on mettait pas d'engrais, enfin voilà, c'était des prairies naturelles. Les chèvres mangeaient l'herbe dehors, mangeaient le foin qu'on faisait sur la ferme et on achetait un complément alimentaire de céréales qui n'était pas produit en agriculture biologique. Avec un peu cette idée aussi que c'était plus raisonnable, entre guillemets, ou écologique même, de se fournir dans des choses, avec des produits qui voyageaient pas trop, plutôt que de chercher, parce que la bio n'était pas tellement développée, et c'était très difficile de trouver du grain en bio, enfin, et donc même de l'aliment, enfin des petits granulés d'aliments compactés, ça se trouvait pas, donc c'était... voilà, on avait cette idée que finalement c'était peut-être aussi bien de nourrir avec des choses qui venaient de pas trop loin. On est passé en bio au fil de quelques années, aussi en rencontrant d'autres éleveurs qui... ça a plutôt été la rencontre avec la biodynamie, de rencontrer des voisins qui travaillaient en biodynamie. Donc voilà, on a découvert aussi un aspect de cette agriculture-là et ça nous a fait envie, c'est ce dont parlait Pierre, de cette notion d'organisme agricole, que la ferme, c'est un tout, c'est pas juste une production. En fait, dans nos études, on nous a présenté l'élevage même ou la production végétale comme une production, voire une exploitation. Et que de découvrir aussi au fil des années cette relation qu'il y a dans une ferme entre l'animal, entre nous et l'animal,
entre les prairies, enfin la gestion agronomique des prairies, de la circulation des bêtes dans les prairies, de laisser les haies, parce que chez nous c'est du bocage avec des haies partout, de préserver, que les chèvres n'aillent pas tout ratiboiser. Donc la bio est venue petit à petit sur la ferme, et donc ça fait 30 ans finalement qu'on est en bio maintenant, hein, et en biodynamie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est la biodynamie? On l'entend beaucoup pour les vins et donc pour la viticulture, pour l'élevage et puis de manière générale. En quoi ça consiste, la biodynamie? Alors la biodynamie, on a coutume de dire, enfin moi quand je présente la biodynamie, je dis pour pratiquer l'agriculture biodynamique, il faut d'abord faire de l'agronomie. Et les pratiques de la biodynamie, c'est d'abord 80% de bonnes pratiques agronomiques. Alors, c'est quoi ces pratiques agronomiques? Et ben, c'est des pratiques qui tiennent compte de la complémentarité entre le végétal et l'animal. C'est des pratiques qui tiennent compte des rotations culturales dans le végétal, des complémentarités aussi des animaux entre eux, de la fertilité du sol, de sa vitalité du sol. C'est à l'encontre, si tu veux, de pratiques qui veulent forcer le passage, en fait, pour avoir une production à tout prix, ou qui sont monolithiques, ou qui sont... c'est des pratiques qui, a priori, débouchent sur une biodiversité au sein du sol. Donc ça, c'est les bonnes pratiques agronomiques, c'est de la bonne agriculture paysanne, dans le fond, telle que nos ancêtres l'ont appris avec l'expérience au fil des siècles. Donc la biodynamie, c'est d'abord une pratique agronomique. Après, c'est une pratique biologique, c'est-à-dire qu'on s'interdit les engrais chimiques, on s'interdit les pesticides. Et après, pour une toute petite part, ce sont des pratiques dites biodynamiques, par l'addition d'adjuvants qu'on appelle des préparats biodynamiques sur le sol. Des préparations biodynamiques? Oui, préparation, comme on veut. Bref, c'est des choses qu'on met soit dans le compost, soit même la terre, soit sur les végétaux, quoi. Et qui sont des dilutions, on pourrait dire homéopathiques, de principes actifs qu'on capte soit à travers des plantes, soit à travers la bouse de vache par exemple, soit la silice, et qu'on concentre en certains endroits, enfin en petite quantité, puis après on les répand et on en fait profiter tout le domaine en fait, toute la ferme. Et du coup, une fois que vous avez épandu ça sur vos prairies, c'est quoi le changement qu'on peut aussi voir? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Donc de la vitalité, tu disais, donc elles vont mieux pousser, elles vont être plus résistantes? Alors en principe, l'idée c'est d'apporter son grain de sel dans la structuration du sol, quoi. De faire un sol plus résilient. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on active une biologie qui est là pour nous, enfin qui est là, qui nous est donnée, on n'invente rien, quoi. Mais on essaye juste de la stimuler, quoi. Et en la stimulant, eh ben, on favorise la fertilité du sol, on a des prairies de meilleure qualité, on a une flore qui s'améliore au fil des années. Alors, très modestement, je te dirais qu'il y a des prairies dans lesquelles on le remarque, et puis des prairies dans lesquelles on se dit, ben mince, il y a encore beaucoup à faire, quoi. Il faut être très modeste dans ces affirmations. En plus, là, on a quand même des aléas climatiques qui sont assez pénibles. Là, ici, on a eu 3 années de sécheresse importante, et c'est vrai que les prairies, elles souffrent beaucoup. Et là, on peut mettre de la bouse de corne tant qu'on veut. Ça aide certainement, mais ça fait pas tout, quoi. Tu nous parlais tout à l'heure d'organismes agricoles, Véronique. Est-ce que c'est comme ça un des piliers de la biodynamie? Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément en quoi ça consiste un organisme agricole? Je dirais l'organisme agricole, c'est un ensemble. On pourrait presque dire ça reflète les fermes d'il y a quelques siècles, en fait. Des fermes où il y a à la fois des productions végétales ou des prairies, où il y a des animaux,
où il y a différentes sortes d'animaux de préférence. C'est un lieu qui est vivant, où les interactions sont présentes entre ce qu'on expliquait tout à l'heure, ce qu'on nommait tout à l'heure, les interactions entre l'être humain aussi qui travaille sur la ferme, les animaux qui donnent le fumier pour fertiliser le sol. C'est avoir une vision de la ferme comme une globalité en fait, et pas juste un secteur de production de ceci, un secteur de production de cela, ou des poules toutes dans un bâtiment, des vaches toutes dans un bâtiment, des céréales. On va dire c'est aussi un organisme agricole, mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est que tous les éléments de la ferme, tous les éléments vivants, en fait, le sol, la végétation et les animaux interagissent entre eux et sont interdépendants, en fait. J'ai rentré les vaches ce soir. Oui. La vache, c'est un pilier, c'est essentiel dans l'agriculture biodynamique, parce que la vache, elle fait le cycle complet, elle mange l'herbe, elle digère l'herbe, elle a castré l'estomac, elle fait tout un travail incroyable dans son ventre, on peut dire, quoi. Et elle nous donne, à la sortie, elle nous donne soit du lait, soit de la viande, elle donne des veaux aussi, mais elle fait aussi tout au long de l'année des bouses, qu'on appelle des bouses. Alors on sait que les bouses c'est très décrié parce que c'est soupçonné de participer à l'effet de serre, etc. En fait, les bouses, c'est comme une espèce d'alchimie qui se passe à l'intérieur de la vache, qui absorbe des éléments végétaux et qui ressort un élément encore assez végétal, parce que quand on regarde la bouse, il y a encore pas mal de cellulose dedans, mais qui a été complètement métamorphosée. Et la vache a eu l'intelligence d'analyser, on peut dire, d'analyser l'herbe qu'elle a mangée, et elle restitue derrière une matière qui est fertilisante et qui est adaptée à ce qu'elle a analysé dans son acte de rumination. C'est-à-dire qu'elle est capable, c'est incroyable, une vache, elle est capable, en mangeant l'herbe de sa prairie, de dire, oui mais cette prairie, elle n'est pas tout à fait équilibrée, moi je vais participer à son équilibre et je vais rejeter des bouses qui vont construire sa fertilité. C'est extraordinaire ça. Et donc nous, éleveurs, agriculteurs, on est au centre de cette alchimie-là. Ça sent bon, les tables, hein. Pierre, au début, tu as abordé le lien qu'il y avait entre élevage et écologie. C'est vrai que c'est donc, comme on disait, un sujet fort d'actualité, parce que les éleveurs sont souvent décriés. Vous qui avez donc toute cette expérience d'éleveur, est-ce que vous pouvez nous aider à faire la part des choses entre ce rapport qu'il y a entre l'élevage et l'écologie? Oui, moi je crois que ça dépend vraiment de quelle agriculture on parle, de quel élevage on parle en fait. À mon sens, l'élevage, quand ce sont des animaux qui sont, on peut même pas dire élevés, qui sont mis dans des bâtiments tassés comme des sardines et mal nourris, qui provoquent du coup des déjections et des effluents qui polluent. Enfin, on peut voir toute la Bretagne à quoi ça ressemble. Bien sûr, ça n'a rien... C'est antinomique de l'écologie, l'élevage de cette façon-là. L'élevage, il est absolument pas opposé à l'écologie. L'élevage, c'est presque une des bases aussi de l'écologie. L'élevage, quand il est... pratiqué, je veux dire à plus petite échelle en fait, dans des fermes où les animaux pâturent dehors. C'est les animaux qui façonnent le paysage aussi. C'est l'agriculteur qui façonne le paysage. L'écologie, elle est là aussi. Tant qu'on a de l'élevage, nous, on a des haies partout autour des prairies. Elles ont aussi ce rôle de faire un peu d'ombre aux animaux, de faire des
des séparations entre les prairies, même si ce n'est pas en elles-mêmes que les clôtures, mais elles sont préservées d'ailleurs dans cette région, et c'est un lieu de biodiversité énorme, une haie. Il y a les oiseaux, il y a plein d'insectes, enfin c'est une des bases. Comme disait Pierre aussi, l'élevage, c'est aussi la base de la fertilité du sol. Et la fertilité du sol, la vitalité d'un sol, c'est ça l'écologie du sol, en fait. L'origine de l'écologie, c'est la vie, en fait. Et quand les animaux peuvent pâturer dehors, donc ils régulent aussi la flore qui pousse, ils fertilisent le sol est vivant. C'est même une alliance, en fait, entre l'élevage et l'écologie. Pour moi, il ne peut pas y avoir une dissonance là. Quand on parle des vaches, comme disait Pierre, qui sont accusées de faire... C'est pas l'élevage dans les fermes où les animaux sont dehors, c'est l'élevage concentrationnaire qui provoque des pollutions, mais c'est pas de l'élevage en fait. Ça s'appelle pas de l'élevage, c'est de l'exploitation d'animaux, ou c'est de l'esclavage même, on pourrait dire. Donc c'est pas de l'élevage, voilà. Véronique, tu nous parles justement de la posture de l'éleveur vis-à-vis de ses bêtes, de la responsabilité de l'éleveur vis-à-vis de ses bêtes. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et c'est notamment la base pour montrer l'importance de développer des filières locales. Peut-être que Pierre, tu peux nous en parler plus. Oui, donc c'est important de distinguer le type d'élevage auquel on a affaire, quoi. Soit on a affaire à un élevage, on va dire le mot industriel, qui est complètement déconnecté de son territoire et qui n'a pour but que de fournir des filières de masse, quoi. Et soit on a affaire à un élevage qui est constructif, qui élabore le paysage, qui participe du paysage. Et c'est celui-là qu'il faut bien entendu mettre en avant quand on s'intéresse à la résilience du territoire, car je crois que tu t'intéresses à la résilience du territoire. C'est en effet un des sujets qui est abordé dans ce podcast. Et par rapport à ça, il est quand même très important de mettre tous les gens d'un territoire dans le coup, quoi. Un territoire, c'est un paysage, c'est pas que les éleveurs, c'est pas que des chasseurs, c'est pas que des promeneurs, c'est tous les citoyens d'un territoire qui est concerné. Et c'est vrai que l'agriculteur a une responsabilité particulière, parce que c'est lui qui s'occupe de la plus grande surface, quoi, par habitant. Si on veut préserver ou favoriser ou mettre en avant un élevage responsable du territoire, c'est aussi intéressant de penser filière. C'est-à-dire qu'au bout d'un élevage, il y a des productions, et ces productions, elles sont destinées à une alimentation, et l'alimentation, elle doit être aussi en cohérence avec le lieu de la production, quoi. Aujourd'hui, on assiste au fait que toutes les filières sont complètement sont pas du tout organisées au niveau local. Elles sont toutes conçues pour être centralisées dans des lieux d'achat de masse, hein. Il y a des abattoirs de plus en plus importants. Il y a une agro-industrie qui est de plus en plus concentrée, etc. Et quasiment toute la filière, en particulier la viande, elle est orientée là-dedans. En contrepoint, donc sur les territoires, il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire des ventes de proximité, de toute proximité, de vente directe, on peut dire ça. Bon, il y a les AMAP, il y a les ventes de paniers, il y a les petits marchés locaux, etc. Alors c'est formidable parce que ça veut dire que les gens des territoires s'intéressent à nouveau à ce qui se produit autour de chez eux. Ils sont parfaitement conscients qu'il y a une autre qualité qui est là. Et surtout, ce qui est intéressant quand on rencontre ces gens, c'est que ce sont des gens qui sont éveillés à leur entourage, quoi, hein, et qui s'intéressent au fait que ils vivent quelque part et leur façon de consommer a un impact sur le local. En même temps, les éleveurs qui ont quand même des élevages souvent importants, parce qu'aujourd'hui les élevages sont de plus en plus importants, ils ont subi une évolution depuis des années et des années qui fait que maintenant chaque éleveur est à la tête d'un gros troupeau.
toute la vente ne pourrait pas se faire de façon directe comme ça, en s'adressant que à des consommateurs conscients. C'est bien que les consommateurs soient conscients, et il y en a de plus en plus, mais dans le fond, il faut aussi pouvoir s'adresser à tous les consommateurs d'un territoire, et en les touchant par là, ils deviennent aussi, ils évoluent dans leur prise de conscience eux-mêmes de consommer. Mais pour ça, la vente directe, elle ne va pas suffire. Elle ne va pas suffire parce que le pourcentage, je dirais, d'habitants ou de consommateurs sur un territoire par rapport au pourcentage, au nombre d'animaux qui s'y produit, ça va pas correspondre, ça ne va pas être en face. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à un fait économique qui est que les élevages, ils sont obligés de fournir leur viande, leurs vaches, leurs cochons, etc., dans des circuits relativement longs, mais une petite partie de leur production seulement est mise en vente sur un marché ultra local, quoi. À quelques exceptions près où c'est des élevages peu importants qui arrivent à tout vendre en vente directe, hein. Et donc ce marché local est, on pourrait dire, quasiment verrouillé, quoi. Et il faut vraiment réfléchir à une façon d'ouvrir ce marché aussi aux gens qui se convertissent. Il y a des gens qui étaient industriels, puis ils en ont marre d'être industriels, et ils commencent à prendre une autre façon, à prendre leur élevage d'une autre façon, on pourrait dire plus responsable par rapport à leurs bêtes, par rapport au territoire, par rapport aux prairies, par rapport à un tas de choses, quoi. Et donc il faut être à même d'accueillir cette prise de conscience qui se traduit par plus de production, heureusement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir organiser sur des territoires des circuits de vente qui ne sont pas de l'ultra court, mais qui ne seront pas des circuits longs, mais qui seront des circuits de proximité qu'on peut appeler de l'alimentation du milieu. On appelle ça des systèmes alimentaires du milieu, ou une économie du milieu. Qui mettrait donc en lien les producteurs de la région et sur des lieux de distribution qui ne sont pas la ferme pour de la vente directe, mais des magasins. Alors, est-ce que ça peut être des magasins de la grande distribution, par exemple ? Moi, je pense que il faut pas faire la fine bouche sur toutes les capacités, toutes les compétences qu'on trouve sur un territoire. Il n'y a pas de modèle, c'est-à-dire que la vente directe, c'est très bien, mais un étal de boucherie dans un petit, on va dire, supermarché, c'est bien aussi. Si le responsable de rayon a une antenne, une écoute pour son territoire, on peut très bien travailler avec lui. Et lui, il a un savoir-faire de mise en rayon, il a un savoir-faire de vente, et au contraire, ça peut aider à démultiplier une vente cohérente, toute une filière cohérente sur un territoire, quoi. Tout ça, c'est complémentaire, quoi. Et la question, c'est de s'organiser pour que, collectivement, pour que on soit pas, qu'on passe pas notre énergie à devenir concurrents les uns des autres dans un circuit ultra fermé, alors que tout le monde a vocation à exister, et avec cohérence, mais plutôt organisé pour pouvoir accueillir les nouveaux venus dans cette nouvelle distribution, quoi. Et on en a besoin, parce il y a des élevages là, qui commencent à se convertir, qui disent clairement, nous on veut tout vendre en proximité, parce que ça a du sens, parce qu'on s'y retrouve, c'est formidable, etc. Mais il faut pouvoir les accueillir. Et donc ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui de nos territoires, c'est de pouvoir passer d'imaginer quelque chose au milieu entre cette filière ultra longue qui n'a plus de sens, cette filière ultra courte qui a beaucoup de sens mais qui est très resserrée sur elle-même, quoi. Qui risque de se saturer très vite, en fait. Et qui est en train déjà de se saturer, quoi. Voilà, donc il y a quelque chose de nouveau à inventer, et voilà, et donc on se donne les moyens de ça, quoi. Et donc, c'est avec ça en perspective que toi, tu as ce projet d'abattoir de proximité, notamment, avec pour enjeu de mettre
les différents éleveurs de la région autour d'une table et autour d'un même projet pour justement participer à construire ce nouveau modèle du milieu. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, parce que évidemment, parallèlement à ça, parallèlement à cet élan industriel des filières agroalimentaires, les abattoirs, n'y ont évidemment pas échappé. Et les abattoirs, il y en a de moins en moins en France. Hein, il y en avait 800 ou 1000 il y a encore peu de temps. Là, aujourd'hui, il n'y en a plus que 200 ou 300 en France, quoi. Et donc, on s'est posé la question entre éleveurs, mais pas que entre éleveurs, aussi avec des citoyens du territoire. Est-ce que ça ne serait pas judicieux de se pencher sur l'idée de créer un nouveau petit abattoir adapté au territoire pour multiples raisons. Et la première des raisons, enfin, je ne sais pas si c'est la première, c'est une des raisons, c'est le côté pratique. Les éleveurs qui font de la vente directe, ils passent leur temps sur leur route avec des bêtes dans la camionnette, après avec de la viande dans la camionnette. Enfin bref, il y a quelque chose d'assez incohérent sur le plan logistique et sur le plan écologique. Mais il y a quand même une raison qui est quand même fondamentale. C'est nous, on est éleveurs, on est responsables de nos animaux. Et quand on voit partir nos bêtes dans des camions anonymes, dans un branle-bas de ferraille infernal au bout du chemin, ils partent la veille, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont dormir pour être abattus dans des conditions qu'on ignore, ça nous fout les boules en fait. Et donc nous on se sent responsable aussi de nos animaux. C'est un contrat qu'on a avec eux, on les élève, mais c'est pas pour les rabaisser à la fin de leur vie et les faire souffrir, quoi. Donc voilà, cette responsabilité d'éleveur qui est quand même ressentie et partagée par de plus en plus de gens, on a aussi envie de s'y atteler. Et l'idée d'un petit abattoir de proximité servirait à ça, c'est-à-dire à de la transparence, à de la proximité, au fait que l'éleveur puisse accompagner ses animaux jusqu'au bout, jusqu'au moment de l'abattage, voire y participer si certains le veulent, etc. Donc c'est cohérent dans le sens de l'idée qu'on se fait de l'élevage. C'est cohérent dans le sens de l'idée qu'on se fait de l'éleveur, et c'est cohérent dans le sens de l'idée qu'on se fait de l'économie territoriale. Comment ça se passe la vie à la ferme du Poirier? À quoi ressemble une journée type ou une semaine type ou une année type? Une journée à la ferme du Poirier, voilà une bonne question. On commence par un coup de génépi le matin. Il y a eu différentes phases en fait sur la ferme. Il y a eu les périodes où on avait des chèvres et une activité de fromagère, de vente, etc. Et maintenant on est avec des vaches allaitantes, donc c'est-à-dire qui nourrissent le veau, on ne traite pas les vaches, donc le travail est absolument pas le même. En ce moment, c'est l'hiver maintenant, les vaches, il y en a une partie qui est dans l'étable et le travail c'est de les nourrir en fait pour celles qui sont à l'étable, donc distribuer du foin, sortir le fumier. Ça va. Pour fertiliser les sols après. Voilà. Voilà. Celles qui sont dehors aussi. Et celles qui sont dehors aussi, puisque c'est l'hiver et qu'il y a excessivement peu d'herbe, on les nourrit au foin, donc il faut amener le foin. Voilà, c'est l'occupation l'hiver, c'est de nourrir les bêtes. Après, au printemps, voilà, l'herbe pousse, donc les vaches n'ont plus besoin de foin et le boulot, c'est d'organiser la rotation dans les prairies. Donc nous, on a un système en clôture électrique, donc c'est de changer les parcs de clôture électrique et de gérer la circulation des bêtes. Et après, il y a les foins, bien sûr, la fenaison, puisque si les bêtes mangent du foin en hiver, il faut bien le produire. Et donc il y a une partie des prairies qui sont réservé pour les foins. En général, ça peut débuter tout fin mai. En général, c'est mi-juin, le gros moment des foins. Ça dépend du printemps, si ça a été très pluvieux, combien de temps il pleut. Enfin voilà. Pareil, quelquefois au mois de juin, c'est arrivé. Si, il pleuvait. Donc on a fait les foins plutôt en juillet. Ça, c'était il y a fort longtemps.
Maintenant, on pleure plutôt après la pluie. Donc après, je peux parler, et d'autres éleveurs en parleront, d'une journée type de gens qui ont des chèvres et qui font des fromages. Ça, c'était le début de l'activité, donc c'était très différent. Il y avait la traite, nourrir les animaux, bien sûr, les traire, faire le fromage. En fait, il y a eu plusieurs phases. Nous, on est à la fin de notre vie. Pas notre vie. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais on est à la fin de notre vie agricole. Précise, hein. Dans les phases de démarrage, c'est des phases où on est 24 heures sur 24 présent, quoi, tu vois. Parce que il faut faire tourner le troupeau, il faut organiser la transformation des produits, il faut les vendre, il faut se faire un marché, parce qu'en général, on n'a pas de clientèle, donc on marne en général pour le faire. Tu vois, il y a toute une démarche commerciale qui arrive en début de carrière. Il faut construire des bâtiments. Il faut aménager des fromageries, il faut aménager des clôtures, il faut aménager... Dans les premières phases d'installation agricole, elles sont quand même en général assez chargées, quoi. Si tu ajoutes qu'il y a 1 ou 2 enfants qui courent partout dans la cour de ferme, voilà, tu as vite le tableau, quoi, tu vois, hein. C'est très occupé. Après, il y a une phase plus du milieu, plus... qui est fonctionnel, je dirais, un peu pas de routine, mais le marché, ça fonctionne, on n'est pas obligé de taper à toutes les portes pour vendre les fromages, le troupeau est à peu près installé, il produit, le matériel est en place, donc là c'est une belle phase, je dirais, où on profite vraiment du lieu, de l'instant, on est pleinement avec nos animaux, pleinement avec nos enfants, pleinement avec l'environnement, etc. Et puis après, il y a des... il y a d'autres... D'ailleurs, on fait d'autres activités. On en profite, on essaye de faire profiter notre lieu à d'autres. On crée un gîte rural, par exemple, pour accueillir des gens en vacances. Des personnes à qui ça fait vraiment du bien de venir respirer un peu l'air du poirier. On les accueille volontiers pour leur faire visiter, pour leur faire mettre la main à la terre éventuellement s'il le faut, tu vois, parce que c'est quand même très thérapeutique ça, hein, de mettre la main à la terre. Enfin voilà, c'est pour dire qu'il y a une phase du milieu où on est plus ouvert, où on est plus disponible. Moi j'ai eu des activités à l'extérieur aussi beaucoup, parce qu'on est plus disponible, on a plus de... les choses sont mieux assises, si tu veux. Alors maintenant, au jour où tu nous interroges, on prépare la retraite, on prépare la transmission. Voilà, c'est important, une phase de transmission, quoi. L'avantage, c'est que on se dit, ben voilà, ça va être pérennisé parce qu'il y a des jeunes qui viennent derrière, et ça nous fait très plaisir. D'un autre côté, comme dit Véronique, on a simplifié le travail, on a des vaches allaitantes, on n'a plus de chèvres laitières, enfin voilà. À chaque phase de la vie, on adapte, on essaye de se faufiler dans ce que notre environnement nous offre, puis de ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Ça fera certainement du bien à ceux qui se lancent d'entendre ça, qu'il y a une phase du milieu plus facile et où on peut s'ouvrir et retourner voir aussi à l'extérieur. Ouais, c'est vrai, certainement, oui. Ouais. Eh bien, super. Merci beaucoup à tous les deux, Véronique et Pierre. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot pour ceux qui écoutent Les Mains dans la Terre ? Oui, moi je veux bien ajouter ce plaisir en fait sur la ferme de pouvoir montrer le lieu d'accueillir des classes d'enfants, des classes maternelles, des classes d'enfants qui ont un petit retard entre guillemets, qui sont différents, des adultes qui sont en situation de handicap et voilà, qui puissent être un temps au contact des animaux, des lapins, des poules, des vaches même, de la terre, du jardin, des plantes, sentir les plantes et de voir dans leurs yeux aussi le bonheur, la joie d'être là et de vivre cet instant et que en tant qu'agricultrice, c'est un des aspects réjouissants de pouvoir faire ça. On sent que c'est une nécessité en fait chez beaucoup de pouvoir approcher les animaux dans une ferme qui est pas très grosse comme la nôtre où les animaux sont dociles aussi parce qu'ils sont rentrés à l'étable, sortis, ils nous connaissent et ils peuvent être approchés.
quel bienfait c'est pour plein de personnes en fait. Cet aspect d'activité, d'accueil, c'est très très enrichissant. Eh ben merci, c'est parfait pour terminer, je trouve, d'aborder cet aspect de transmission et de partage. En tout cas, moi, ça m'a fait aussi beaucoup de bien et j'ai beaucoup appris ces jours passés à la ferme du Poirier. Et je vous en remercie. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode des Mains dans la Terre. Je remercie bien chaleureusement Pierre et Véronique de nous avoir partagé leurs réflexions inspirées de leurs riches années d'expérience au contact de la terre. Une des clés pour revenir à une agriculture nourricière serait donc d'inventer et de développer ce système alimentaire du milieu dont nous parlait Pierre. Un système entre filières longues et circuits courts pour allier proximité et inclusion de tous, agriculteurs comme nous mangeurs. Un système du milieu semble en effet essentiel pour que la transition alimentaire ne laisse personne sur le côté. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître les Mains dans la Terre. De mon côté, à la ferme du Poirier, j'ai appris à nourrir les vaches, les rentrer à l'étable et surtout à faire des brouettes de fumier. Si tu veux suivre mes aventures au jour le jour et en savoir plus sur la vie à la ferme, rejoins-moi sur la page Instagram lesmainsdanslatterre.podcast. Et si un jour tu souhaites toi aussi aller mettre les mains dans la terre à la ferme du Poirier, tu peux aussi contacter Pierre et Véronique sur le site Accueil Paysan. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. C'est fini pour aujourd'hui, mais je te donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode des Mains dans la Terre. Alors au revoir et à très vite!